Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Cette vidéo est la cinquième dans la série des grands théorèmes en mathématiques. Alors aujourd'hui, on va voir un théorème classique dans la théorie des endomorphismes, à savoir le théorème de Dunford. Alors le théorème de Dunford, il permet de décomposer une matrice ou un endomorphisme en une partie diagonalisable et une partie nilpotente, et ces deux endomorphismes commutent. Alors sans trop tarder, regardons le théorème de Dunford. Alors le théorème de Dunford s'énonce comme suit. Donc j'ai un K espace vectoriel de dimension finie. Alors K est un corps, alors si vous voulez, vous pouvez supposer que K égale à R ou C, mais bon, le théorème est valable dans n'importe quel corps de caractéristique 0. Et on prend F, un endomorphisme, dont le polynôme minimal est scindé. C'est-à-dire, il se décompose en polynôme irréductible sur K de X. Alors, le théorème va nous dire qu'il va exister un couple unique d'endomorphismes S et N, tel que F égale à S plus N, S est diagonalisable, N est nilpotent, et en plus, ces deux endomorphismes commutent. Alors, la partie importante, c'est que S et N sont polynomiales en F. C'est-à-dire qu'il existe deux polynômes P et Q, tels que S égale à P de F et N égale à Q de F. Voilà, donc c'est ça l'énoncé du théorème de Dunford. Alors, on va voir dans cette vidéo une préparation pour comprendre la démonstration du théorème. Donc, on va rappeler les notions importantes sur les endomorphismes et leur réduction. Et on va donner une démonstration simple et algorithmique dans le sens qu'il permet de construire explicitement les endomorphismes S et N. Voilà, alors voilà, donc c'est ça le théorème. Alors allons-y pour la préparation. Donc on aura besoin de comprendre, donc de savoir ce que c'est que le polynôme minimal d'un endomorphisme. Alors il est moins connu que le polynôme caractéristique. Alors bien sûr, rappeler qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme diagonal et rappeler qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme nilpotent. Alors allons-y. Alors d'abord, une petite biographie de Nielsen Dunford. Donc c'est un mathématicien du XXe siècle. Il est né aux États-Unis à Saint-Louis. Alors il obtient son PhD à Chicago en 1931 sous la direction de Dickson, qui est un grand mathématicien, un grand algébriste. Voilà, et il a travaillé, Dunford a travaillé dans Yale, l'université Yale, et ses contributions, c'est la théorie des opérateurs linéaires sur les espaces de Banach ou Hilbert. Donc là, et puis voilà, il a développé une théorie rigoureuse sur les opérateurs sur les espaces de dimension infinie. Il est mort en 1986. Alors, les rappels dont on aura besoin. Alors, la réduction des endomorphismes. Alors, il y a plusieurs types de réduction des endomorphismes qui vont aller de la diagonalisation à la jordanisation. Alors ici, on va parler juste de la diagonalisation et la trigonalisation. Alors, donc, si vous avez un endomorphisme, alors l'objet important associé, c'est le polynôme caractéristique. Donc, c'est le déterminant de f moins x l'identité. Alors, comme ici, donc je vais travailler dans R ou C. Donc ce polynôme, dans C, il est scindé. Donc il a des valeurs propres de multiplicité mi. Donc le spectre de f, donc c'est les valeurs propres avec leur multiplicité.
Et on a les sous-espaces propres qui sont le noyau de f moins lambda i. Donc c'est les vecteurs, c'est l'espace des vecteurs propres. F de v égale lambda i v. Alors on a toujours, bien sûr, la dimension du sous-espace propre est supérieure ou égale à 1 et inférieure ou égale à la multiplicité de la valeur propre. Alors, f est diagonalisable si les valeurs propres sont donc dans K, dans le corps K, et E est somme directe des sous-espaces propres. Donc, ceci est équivalent à dire que les valeurs propres sont dans K et la dimension du sous-espace propre associé est exactement la multiplicité de la valeur propre. Et ça s'exprime en disant qu'il va exister une base dans laquelle la matrice de F est diagonale. Alors, dans R, un endomorphisme est diagonalisable si toutes ses valeurs propres sont réelles et les sous-espaces propres sont de dimension la multiplicité. Dans C, cette première condition est vérifiée, donc un endomorphisme est diagonalisable si seulement si la dimension des sous-espaces propres égale la multiplicité. Alors, si un endomorphisme n'est pas diagonalisable, alors on essaye quand même de l'écrire, de trouver une base dans laquelle la matrice est la plus simple possible. La plus simple possible dans ce cas-là, c'est les matrices diagonales supérieures. Voilà, alors donc, les matrices triangulaires supérieures. Donc, un endomorphisme est trigonalisable s'il existe une base P telle que la matrice de F dans P est triangulaire supérieure. Alors, les résultats, dans R, un endomorphisme est trigonalisable si seulement si toutes ses valeurs propres sont réelles. Et dans C, tout endomorphisme est trigonalisable. Alors, il y a une version plus sophistiquée de la réduction des endomorphismes qui est les blocs de Jordan. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette théorie. Alors, maintenant, les endomorphismes nilpotents. Alors, un endomorphisme est nilpotent si il existe un cas tel que f à la puissance k égale à 0. Alors, dans ce cas-là, cet endomorphisme, il a une seule valeur propre qui est 0. Et son polynôme caractéristique est de cette forme n. Ici, c'est la dimension de l'espace. Alors, bien sûr, un endomorphisme nilpotent non nul ne peut pas être diagonalisable. Et il est trigonalisable. Il va exister une base dans laquelle la matrice de F est triangulaire supérieure avec des zéros sur la diagonale. Alors, on a une petite proposition qu'on va utiliser dans la preuve du théorème de Danforth. C'est la suivante. Si vous avez deux endomorphismes diagonalisables qui commutent, dans le sens que f rond g égale à g rond f, eh bien, toute combinaison linéaire de ces endomorphismes est diagonalisable. Et on a aussi un résultat analogue pour les endomorphismes nilpotents. Si vous avez deux endomorphismes nilpotents qui commutent, alors toute combinaison linéaire de ces endomorphismes est nilpotente. Alors ici, pourquoi ça c'est vrai? Parce que si vous avez deux endomorphismes diagonalisables qui commutent, alors vous pouvez les diagonaliser dans une même base. Donc il va exister une même base. Donc il va exister une base qui va être à la fois formée de vecteurs propres de f et de vecteurs propres de g. Et bien sûr, dans ce cas-là, alpha f plus bêta g va être aussi diagonalisable dans cette base. Alors pour les nilpotents, ben, vous calculez alpha f plus bêta g à la puissance n. Puisque f et g commutent, vous pouvez utiliser l'identité de Newton. Donc vous calculez alpha à une puissance suffisamment grande pour qu'il apparaîtra dans la formule des f à la puissance k
et des g à la puissance k' où k et k' sont supérieurs à l'ordre de nilpotence de f et de g. Voilà, donc ça c'est facile. Alors ici, ça repose sur le fait que deux endomorphismes diagonalisables vont être diagonalisables dans une même base. Alors en fait, si, seulement si ils commutent. Voilà. Alors maintenant, le théorème de Cayley-Hamilton. Donc voilà, donc ça aussi c'est un résultat très important dans la théorie en algèbre linéaire. Donc si vous avez un endomorphisme, eh bien, il est toujours annulé par le polynôme caractéristique. C'est-à-dire que si vous remplacez x par f dans le polynôme caractéristique, vous allez toujours trouver 0. Alors, donc, l'ensemble des polynômes qui annulent f et les non-vides, d'après ce résultat-là. Et donc, il va y avoir un polynôme minimal. Donc, définition. Alors, le polynôme minimal, c'est un polynôme qui a le degré le plus bas et qui annule f. Donc, c'est le polynôme de degré le plus bas parmi les polynômes qui annulent f. Alors, voilà, donc il y a un unique. Alors, l'unicité, on le prend unitaire, c'est-à-dire son coefficient du plus haut degré égale à 1, et on a le polynôme minimal. Alors, les propriétés remarquables du polynôme minimal, alors il est unique, unitaire. Il divise tous les polynômes qui annulent f. Voilà, et il a les mêmes valeurs, il a les mêmes racines que le polynôme caractéristique. La différence, c'est que la multiplicité des racines de mu de f est différente de la multiplicité des racines de p de f. Donc voilà, donc il divise bien sûr le polynôme caractéristique. Et ça c'est important, les racines du polynôme vont apparaître dans le polynôme caractéristique. Les racines du polynôme caractéristique vont apparaître dans le polynôme minimal, mais avec des multiplicités différentes. Et un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si le polynôme caractéristique minimal est scindé et n'admet que des racines simples. Voilà. Alors donc ça peut être un moyen pour montrer qu'un endomorphisme n'est pas diagonalisable. Donc vous prenez ces valeurs propres et vous calculez x moins lambda 1 fois x moins lambda r, vous remplacez f. Si ça ne s'annule pas, eh bien, ça veut dire que ça, ce n'est pas le polynôme minimal, et donc f n'est pas diagonalisable. Et voilà, et donc finalement, on a le lemme des noyaux. Donc ça, c'est le truc très classique dans cette théorie. Donc si vous avez une famille de polynômes premiers entre eux 2 à 2, alors dans ces deux polynômes sont premiers entre eux, si seulement s'ils n'ont pas de racines communes. Voilà, donc ça c'est aussi un moyen de caractériser dans les polynômes premiers entre eux. Donc voilà, donc si vous avez un endomorphisme et une famille de polynômes tels que le produit de ces polynômes annule f, alors E, c'est la somme directe des noyaux de QI de f. Voilà, donc ça c'est un résultat central dans cette théorie. Alors la démonstration, donc je vais donner la démonstration dans le cas R égale à 2. Voilà, donc si vous avez deux polynômes premiers entre eux et qui vérifient Q1 de f, QE de f égale à 0, alors on va utiliser l'identité de Bézieux. Donc puisqu'ils sont premiers entre eux, il va exister deux polynômes U et V, tels que U de x, Q1 de x, V de x, QI de x égale à 1. Si j'injecte f là-dedans, je vais trouver cette relation. Et avec cette relation,
pour montrer que E est la somme du noyau de Q1 de F plus le noyau de Q2 de F, ben, c'est facile parce que si vous prenez un X, donc vous allez utiliser cette identité pour l'écrire de cette forme. Et vous remarquez ici que si vous appliquez Q2 de X, puisque le polynôme Q1, Q2 annule F, ça va dans les zéros. Et donc vous allez avoir ça dans le noyau de Q2 et ça c'est dans le noyau de Q1 de F. Et donc là on a X qui est somme d'un élément du noyau plus l'autre. Donc on a ça et puis le fait que la somme est directe, ben, si vous avez ça, vous remplacez dans l'identité, vous allez trouver X égale à 0. Voilà, donc c'est un résultat classique et elle se base sur l'identité de Bezout. Voilà, et maintenant, donc, on vient à notre théorème. Donc, voilà, le théorème de Danforth. Donc, on va prendre un endomorphisme de dimension finie, tel que son polynôme minimal est scindé, et on va trouver deux endomorphismes, S et N, avec S diagonalisable, N nilpotent, F égale à S plus N et Sn égale à 0. Alors, il faut remarquer que cette relation, le fait qu'elle commute, est une conséquence du fait que S et N sont polynomiales en F. Si on montre que S et N sont polynomiales en F, on a cette relation-là. Voilà, alors l'unicité d'abord. Alors si vous prenez un endomorphisme qui s'écrit comme S1 plus N1, S2 plus N2, avec les SI sont polynomiales en F et les NI polynomiales en F, et les SI diagonalisables et les NI nilpotents, ben, vous allez avoir que S1 et S2 commutent, puisqu'ils sont polynomiales en F, et N1 et N2 commutent. Alors on a vu que si on a deux endomorphismes diagonalisables qui commutent, ben, toute combinaison linéaire est diagonalisable, donc S1 moins S2 est diagonalisable. La même chose, on a vu que deux endomorphismes nilpotents qui commutent, toute combinaison linéaire est nilpotent. Donc on va avoir N1 moins N2 est nilpotent. Et donc comme S1 moins S2 égale à N1 moins N2, ça c'est un endomorphisme diagonalisable. Ça c'est un endomorphisme nilpotent. Ben, un endomorphisme nilpotent est diagonalisable si seulement si il est nul. Et donc on aura ça égale à 0 et ça égale à 0. Voilà, et ça démontre l'unicité rapidement. Alors maintenant, l'existence. Alors, on prend le polynôme minimal, donc comme il est scindé, il va s'écrire comme un produit de polynômes de cette forme, x moins lambda i ri. Alors, je considère vi le noyau de f moins lambda i, donc ça, ils sont connus sous le nom d'espace caractéristique. Et comme les polynômes x moins lambda i ri sont premiers entre 2 à 2, d'après le lemme de noyau, j'ai E égale à V1 plus Vn. Voilà. Et c'est ça, voilà, et c'est ça qui va faire marcher les choses. Donc le lemme du noyau. Alors maintenant, je vais considérer le projecteur sur VI parallèlement aux autres. Donc pour chaque VI, je prends le projecteur sur VI parallèlement à la somme des autres espaces vectoriels. Et je vais poser S égale à I égale à 1 jusqu'à lambda NPI et N égale à F moins. Donc vous voyez que cette démonstration est constructive. On a S, il est donné par cette formule, où PI est la projection. Donc il faut juste, voilà, donc concrètement, donc il faut trouver le polynôme minimal, considérer ces sous-espaces, et vous aurez cette somme directe, et vous définissez S et N de cette forme. Alors on va montrer que S est diagonalisable, N est nilpotent, et il commute. Et bon, la chose la plus difficile,
c'est de montrer qu'ils sont polynomiaux en f. Alors, S est diagonalisable, et bien parce que pour tout x dans VI, P de x égale lambda ix, parce que ici, donc si vous prenez x dans VI, les PJ de x vont être nuls, puisqu'ils sont dans le noyau de PI, PI de x égale à x, puisque PI c'est le projecteur sur VI. Donc voilà. Et donc ça c'est facile, c'est diagonalisable. Alors maintenant, montrons que S est nilpotent. Alors bien sûr, l'endomorphisme S laisse invariant ces sous-espaces caractéristiques. Donc ça, c'est facile à voir. Et donc S, bien sûr, laisse invariant les VI, donc N laisse invariant les VI. Alors la restriction NI de N à VI, si je prends je vais montrer qu'il est nilpotent, cette restriction. Donc je vais montrer que la seule valeur propre, c'est 0. Donc je prends un vecteur propre de NI. Alors on a cette relation, donc NI de Y. Alors par définition, c'est F de Y moins lambda I de Y, moins S, mais S c'est lambda I. Et comme c'est un vecteur propre, égal à mu fois Y. Donc je vais avoir cette relation. Alors puisque Y est dans VI, ça c'est égal à 0. Mais de cette relation, on déduit que U, RI, Y égale à 0. Et donc mu égale à 0. Donc I est nilpotent. Et donc N est nilpotent. Voilà. Alors, donc voilà, on a fini la partie S diagonalisable et nilpotent. Alors maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut montrer qu'ils commutent entre eux. Et pour cela, je vais montrer que S est un polynôme en F. Si je montre que S est un polynôme en F, ben S va commuter avec F. Il va commuter avec N puisque N c'est F moins S. Et voilà, donc c'est ça la partie, disons, un peu astucieuse de la démonstration du théorème de Dunford. Alors allons-y, montrons que S. Alors pour cela, je vais définir ces polynômes, QI. Donc, c'est-à-dire, donc je prends le polynôme minimal, et ben, il va s'écrire Q de I fois X moins, donc ce qui reste quand on enlève X moins lambda I. Donc ça, je l'appelle QI. Alors, ces polynômes Q1, QM sont premiers entre eux, donc ils n'ont pas de racine commune. Donc, ils sont premiers entre 2 à 2, et donc l'identité de Bezout, encore une fois, va me donner que U1QN plus UMQM égale à 1. Et je vais poser QI égale à U et F fois QIF. Et je veux montrer que QI égale à PI, cette projection-là, que j'ai définie ici. Et comme S égale la somme des lambda et PI, et bien, comme QI est un polynôme, QI est un polynôme en F, et bien c'est fini. Alors pour montrer que QI est un projecteur, ben, il faut montrer que QI au carré égale à QI, que le noyau de QI c'est 700 et que l'image de QI égale à VI. Voilà. Alors ça, c'est presque, j'ai envie de poser ça comme exercice parce qu'on a tous les ingrédients pour faire ça. Alors je vais donner la démonstration. Donc d'après l'identité de Bezout, on a ça. On a l'identité égale Q1, QM. Alors puisque QI fois QJ pour I différent, parce que QI, ben, pour être le polynôme minimal, il suffit de multiplier par x moins lambda I à la puissance RI. Mais x moins lambda I, il apparaît dans QJ. Donc ça, c'est égal à 0, puisque le polynôme minimal, ça c'est un polynôme c'est un multiple du polynôme minimal. Et donc, voilà, donc d'après la définition de QI, c'est ça, on déduit que QI en QJ égale à 0. Alors maintenant,
QI rend QJ égale à 0, de cette relation, je déduis que QI au carré égale à QI. Ben, si vous mettez QI, tous ils vont s'annuler sauf QI au carré. Et donc je vais avoir ça. Alors maintenant, si je prends Y dans l'image, donc je vais montrer cette relation-là. IM de QI égale à VI. Donc si je prends Y dans l'image, donc pour le montrer qu'il est dans VI, donc VI c'est le noyau de cette application, donc je lui applique cette application. Alors ça c'est Y c'est QI de X, donc il va y avoir un QI de F ici, bon, ici tout commute, et QI. Et là, ça c'est exactement le polynôme minimal de F, et donc ça donne 0. Et donc Y est dans VI. Inversement, si vous prenez un Y dans VI, et bien d'après cette relation, vous aurez Y égale Q1, mais comme les QI, les QJ différents de I vont s'annuler sur ça, puisque dans la définition, il y a X moins lambda I à la puissance RI. Et donc, vous allez trouver, voilà, et donc, alors, cette relation se déduit aussi simplement. Et voilà, et donc, on arrive à la démonstration de ce théorème. Voilà, et donc, voilà, donc si, bon, il est d'usage de demander aux gens de s'abonner, parce que ça, c'est ça les règles du jeu dans YouTube. Si vous faites une chaîne, il faut qu'il y ait des abonnés, et on a envie que la chaîne grandisse, et surtout, moi j'ai envie que un maximum de personnes puissent accéder à ces vidéos. Et donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, donc, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous et likez, etc. Et je vous remercie.